Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on va parler de Ted Bundy. Alors Ted Bundy il est super célèbre dans la grande famille des serial killers. Donc si vous ne le connaissez pas, ça veut dire que vos connaissances en termes de serial killers ne sont pas encore très élaborées. Mais pas panique, je suis là pour ça. Du coup on va parler de Ted Bundy aujourd'hui, j'espère que vous allez aimer. Alors il faut savoir que sur Netflix, il y a le film qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, qui veut dire extrêmement mauvais, incroyablement diabolique et ignoble. Du coup, c'est une petite traduction. Il faut savoir que ces termes, en fait, c'est les termes du juge qui a condamné Ted Bundy. Et en fait, c'était vraiment les derniers termes qui lui sont venus en tête tellement ce tueur était effroyable. Du coup, ce film est vraiment génial et c'est vraiment un film autobiographique du serial killer Ted Bundy. Sauf qu'en fait, le film, il est un peu plus axé sur sa compagne, donc qui était à l'époque Liz Kendall. Et c'est plus en fait axé de son point de vue à elle que à lui. Ted Bundy, c'est vraiment un serial killer qui a bouleversé tous les États-Unis. Les gens ne faisaient qu'en parler, il était vraiment effroyable. Il est né le 24 novembre en 1946 à Burmilton dans le Vermont. Sa maman s'appelle Eleanor Louise Cowell et son père est Lloyd Marshall. On n'est pas tout à fait sûr de l'identité de son père parce qu'en fait, Eleanor, elle a eu une relation sans lendemain et en fait, c'est de là qu'elle est tombée enceinte de Ted, donc elle a pensé que c'était lui le père, mais elle en est absolument pas sûre. Et donc, vu qu'à cette époque, c'était un petit peu mal vu d'avoir des relations comme ça, d'une nuit, etc., et ben Eleanor est allée s'installer chez ses parents, donc les grands-parents de Ted, pour un peu cacher le fait en fait qu'elle avait un enfant à élever sans père et que c'était un petit peu un enfant illégitime. Il faut savoir que ses grands-parents étaient super gentils du point de vue de Ted. Mais il est dit que son grand-père était en fait un homme très violent mais qui ne s'en prenait pas à Ted, il s'en prenait à sa femme, donc à la grand-mère de Ted. Et donc cette dernière, elle était en dépression. Donc après au niveau de son enfance, Ted il a passé une enfance assez normale, sauf qu'en fait il a déjà eu un petit peu des penchants pour les couteaux. C'est-à-dire qu'il aimait beaucoup les couteaux. Il aimait beaucoup s'amuser avec, il était un peu fasciné et passionné de les regarder, de les observer comme ça, alors que normalement un enfant il joue avec des jouets et pas avec des couteaux. Et même qu'un jour, sa tante s'est réveillée d'une sieste, elle était totalement entourée de couteaux et Ted était devant lui en train de la fixer, genre comme ça. Genre, vous savez, avec un petit sourire démoniaque. Donc voilà, très traumatisant. Je pense qu'après ça, sa tante n'a plus fait de sieste. Ou alors, sans qu'il y ait Ted dans les parages. En 1950, Ted il va redéménager à Tacoma avec sa maman. Donc ils vont partir de chez ses grands-parents. Et là, elle va rencontrer Johnny Culpeper Bundy. Et donc, bien sûr, ils vont se marier. Et Johnny va adopter Ted en tant que son enfant. Et en plus, le couple va encore avoir 4 autres enfants. Mais Ted, en fait, il est toujours vachement en retrait de la famille et un petit peu distant par rapport à son beau-père. Parce qu'en fait, même si son beau-père, de son côté, il n'y a aucun souci que ça soit pas son père biologique, il l'a clairement adopté. Ted, lui, il l'aime pas trop. Il a confié à plusieurs de ses amis qui trouvaient en fait que son beau-père était un peu bête et qu'il était pas ambitieux, que cet homme il gagnait pas beaucoup d'argent, donc voilà, il servait un peu à rien quoi. Voilà, il sait pas qu'il l'aimait pas, qu'il le détestait parce qu'il avait pas vraiment de raison, mais clairement c'est comme s'il était pas assez bien pour sa mère. Donc à l'adolescence, Ted, il veut se montrer très sociable, c'est-à-dire que quand il est au lycée, eh ben, il aime beaucoup traîner avec des différents groupes d'amis, il aime faire partie d'associations, etc. Mais il commence aussi à lire des magazines pornographiques et des revues criminelles. Donc voilà, c'est un petit peu le dark side parce que en fait, d'un côté, il aimait beaucoup sortir avec ses amis, mais d'un côté, quand il était tout seul chez lui, il avait vraiment une fascination pour la pornographie et pour les crimes. Enfin, je pense que si on regarde la chaîne, on aime tous un peu tout ce qui est crime, mais lui, c'était vraiment glauque, c'était vraiment, il dévorait les revues, genre, waouh, tout, c'est trop bien et tout, donc c'était un petit peu bizarre. Et il a été aussi arrêté plusieurs fois par la police pour des soupçons de cambriolage et de vol de voiture. En 1966, il va à l'université de Washington pour y étudier le chinois. Donc il faut savoir que Ted, il était super intelligent et que du coup ça l'intéressait vachement d'apprendre des langues rares et surtout à cette époque. Maintenant en fac on peut souvent prendre chinois, japonais, russe et tout, mais à l'époque il n'y avait pas encore trop ça, donc vraiment c'était quelqu'un qui voulait vraiment en savoir beaucoup et beaucoup apprendre. Et à ce moment-là, il a aussi une petite copine qui s'appelle Stephanie Brooks. Donc tout se passe bien pour Ted, il a sa copine, il a la fac, mais à un moment donné, Stephanie va le quitter. Elle va dire que pour elle, il était vraiment pas assez ambitieux et que en fait, elle le trouvait un peu, voilà quoi, un peu immature, un peu, voilà, ça la saoulait. Donc du coup, elle le quitte et Ted, il le prend super mal, genre vraiment, il vit super mal la rupture, il comprend pas, il aimait trop. Et donc, il décide de retourner en 1969 dans l'état de Washington. Et les psychologues qui ont étudié le cas de Ted Bundy disent qu'en fait, cette rupture a été vraiment un point décisif de son développement criminel.
Et donc quand il retourne dans l'état de Washington, il va rencontrer Elizabeth Klopfer. Donc Elizabeth, dans les différentes biographies qu'il y a eu de Ted Bundy, il faut savoir qu'elle s'appelle aussi Liz Kendall. Elle a eu différents surnoms. Donc Elizabeth, c'est une femme qui est divorcée et qui a une fille et qui est secrétaire à l'école de médecine de l'université de Washington. Et donc voilà, ils commencent leur petite relation, tout va bien, ils s'aiment et à ce moment-là, Ted, il devient étudiant en psychologie et il faut savoir que la psychologie c'est quelque chose qui le passionne, il adore ça, il adore les comportements humains, etc. Et donc du coup, il débute ses études et il rejoint aussi un centre d'assistance au suicide à Seattle. Et il est vraiment décrit comme quelqu'un de très attentionné, de très gentil, très empathique par ses collègues, vraiment quelqu'un de très bien. Alors, par rapport à ces crimes, il faut savoir qu'en tout, Ted a fait 36 assassinats de jeunes filles aux alentours des années 1970. Alors, on n'a pas la date exacte de son premier meurtre parce que c'est un petit peu flou et qu'il a donné aussi différentes versions aux enquêteurs, mais on sait que c'est aux alentours de ces années-là. Alors, je vais vous citer quelques meurtres pour vous mettre un peu dans l'ambiance et de voir à quel point il y a eu beaucoup de victimes. Le 4 janvier 1974, Ted va agresser Johnny Lenz. Alors, Johnny Lenz, c'était une jeune étudiante qui avait 18 ans et qui était aussi danseuse. Et Ted va l'assommer et il va la violer. Et en fait, le choc qu'elle a reçu à la tête était tellement violent que la pauvre Johnny Lenz, en fait, elle a eu des lésions irréversibles et elle est aussi restée inconsciente pendant 10 jours après l'agression. En février, il va s'en prendre à Linda Ann Ely, qui en fait est une jeune étudiante qui annonce la météo à la radio et en fait, Ted va la battre jusqu'à qu'elle tombe inconsciente. En mars, il s'en prend à Donna Gail Manson, qui a 19 ans et qui était censée aller à un concert de jazz avec ses amis, mais en fait, elle n'est jamais arrivée à ce concert et ses amis ont commencé à se demander où elle était, mais en fait, on ne l'a jamais retrouvée. En avril, c'est le tour de Suzanne Hélène Rancourt qui devait aller au cinéma rejoindre des amis et qui n'est jamais arrivée au cinéma. Et le 6 mai, Roberta Kathleen Parks va rejoindre des amis à un café pour, voilà, en fin d'après-midi, après les cours et tout, déguster un bon petit café chaud. Et elle ne va jamais arriver au café et ses amis vont aussi commencer à signaler sa disparition. Donc du coup, il y a une enquête qui commence parce que clairement, il y a beaucoup de disparitions de femmes. Et toutes ces disparitions se sont passées à l'université de Washington et c'était toutes des étudiantes de cette université. Donc du coup, les enquêteurs, ils vont commencer à faire des recherches, à voir pourquoi sur ce campus il se passe autant de disparitions. Et là, en fait, il y a 2 jeunes étudiantes qui vont arriver au poste de police et qui vont commencer à dire qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'elles voient un mec qui est d'apparence assez agréable, donc un bel homme, et qui a les cheveux bruns et qui a un bras dans le plâtre. Et en fait, elles ont vu ce mec qui essayait de parler à plusieurs étudiantes sur le campus, dont à elle, mais elles n'ont pas répondu. Il leur a demandé de l'aider parce qu'il devait transporter des livres et vu qu'il avait un bras dans le plâtre, ça lui était un petit peu impossible. Et donc du coup, il a demandé à ses filles de l'aider, mais elles ont refusé. Mais par après, elles l'ont vu plusieurs fois sur le campus en train de parler et de demander la même chose à plusieurs filles. Et il était toujours à côté d'une coccinelle Volkswagen. Et après ça, il y a plusieurs témoins qui vont dire la même chose. On voit toujours ce mec en fait tourner autour du campus et plus on le voit, plus il y a de disparitions. Et à ce moment-là, Ted, il travaille au ministère des services d'urgence à l'État de Washington. C'est un service gouvernemental qui est impliqué dans la recherche des femmes disparues. Et là, il a une collègue qui s'appelle Carol Ann Boone, avec qui il s'entend très bien, et Carol, clairement, elle a un faible pour Ted. Mais rappelons que Ted est toujours en couple avec Elizabeth. Enfin bref, donc du coup, dans l'état de Washington, il y a vraiment une atmosphère pesante pour les femmes parce qu'il y a plein de disparitions, et par exemple, elles n'osent même plus faire de l'autostop. Donc on va dire qu'en 2020, faire de l'autostop quand t'es une fille, c'est très très dangereux, et franchement, c'est vraiment déconseillé à tout le monde. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très commun, voilà, il n'y avait pas les Uber, il n'y avait rien du tout, donc du coup, les gens, pour pouvoir se déplacer, dont les filles, faisaient de l'autostop, et c'était quelque chose de très commun, et c'était pas quelque chose de grave. Mais là vraiment, avec tout ce qui se passe, elles ont super peur, elles ont pas envie de faire d'autostop, elles ont peur pour leur vie. Et donc du coup, les enquêteurs essayent un peu de voir le mode opératoire de ce tueur et aussi de voir un peu de faire son profil. Et en fait, ce qu'ils remarquent, c'est que ça se passe toujours dans des endroits isolés, toujours la nuit, avec un homme qui a toujours un bras dans le plâtre, un homme brun et qui a toujours une coccinelle Volkswagen dans les parages. Mais le 14 juillet de cette même année, il y a 2 femmes qui vont disparaître en pleine journée à la plage quand il y avait beaucoup de monde. Et les témoins vont dire qu'en fait, il y a un homme qui est venu vers eux et en fait qui avait un bras dans le plâtre et qui était d'apparence, ouais voilà, très beau, avec des beaux yeux bleus et qui leur a dit clairement, oui, j'ai mon bateau à voile dans mon coffre, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à le sortir? Vu que je peux pas, vu que j'ai le plâtre. Et donc du coup, il y a 2 femmes du groupe qui ont dit, ah oui, nous on va vous aider et tout. Donc elles y sont allées et on les a plus jamais revues. Mais là, il y a un détail très important parce que cet homme, il a dit au groupe qu'il s'appelait Ted. Donc voilà, donc les enquêteurs, ils recherchent vraiment quelqu'un en fait qui est brun, qui est plutôt séduisant, qui a les yeux bleus, qui s'appelle Ted et qui porte un plâtre et qui conduit bien sûr la Volkswagen. En 1974, Ted il va déménager à Salt Lake City pour étudier le droit.
Donc avec Elizabeth, ils vont toujours rester en couple, mais faire plutôt une relation à distance. Et bon, clairement Ted, de son côté, il fait sa vie avec d'autres femmes, mais Elizabeth ne le sait pas forcément, et donc du coup, ils vont souvent s'appeler. Et en fait, à ce moment-là, les disparitions commencent à être super nombreuses à Salt Lake City. Il y a plein de jeunes femmes qui disparaissent. Et c'est toujours le même type de femmes en fait, que ce soit dans l'état de Washington ou à Salt Lake City, c'est toujours des filles qui sont très mignonnes, qui sont en fait avec les cheveux bruns assez longs et la raie au milieu, et elles portent beaucoup de jeans, donc soit des jeans couleur jean quoi, donc des bleus, ou soit des jeans noirs. Et donc du coup, Elizabeth, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de disparitions à Salt Lake City, et en fait là, elle commence un petit peu à stresser parce qu'elle se dit, quand elle était chez moi, il était un petit peu bizarre. C'est vraiment, enfin il y a eu plein de trucs qui lui ont un petit peu fait tilt. Par exemple, elle a retrouvé des choses dans l'appartement un petit peu bizarres, comme des lampes torches, des cordes, des pelles, enfin des trucs bizarres quoi. Vous vous dites, j'ai pas acheté ça, moi c'est quoi ces trucs, pourquoi c'est chez moi? Et donc personne ne le savait, lui disait, oh je sais pas, ça doit être à toi, et elle savait très bien que c'était pas à elle. Ted, il faisait beaucoup d'allers-retours la nuit, il rentrait très tard le soir, elle l'entendait rentrer, elle disait mais où t'étais? Et lui il avait toujours une bonne excuse, ouais je suis restée tard au travail, nanana, mais plein de trucs comme ça qui lui disent mais c'est bizarre ce qui se passe. Et aussi il y a eu deux trucs, c'est qu'en fait plusieurs fois quand elle dormait, elle a surpris Ted en train de la regarder avec une lampe de poche, genre de regarder son corps à elle, hein. Donc imaginez-vous, vous êtes en train de dormir et il y a votre mec à côté qui est en train d'observer votre corps à la lampe de poche. Enfin c'est super bizarre, ça n'arrive jamais, enfin j'espère que ça n'arrive jamais parce que c'est super bizarre. Et autre chose, c'est qu'en fait Elizabeth elle avait les cheveux très longs, bruns, avec la raie au milieu, et un jour elle a dit à Ted, ah moi j'ai envie de me couper les cheveux, enfin vous savez comme on est les filles, on aime le renouveau, le changement au niveau capillaire, et du coup elle a dit ouais j'ai envie de changer de tête et tout, et Ted lui a dit si tu fais ça je t'étrangle, t'as pas intérêt à toucher tes cheveux, et genre il était super énervé. C'est bizarre, genre au pire il peut vous trouver moche, mais il a pas à dire qu'il va vous étrangler si vous changez de coupe de cheveux. Et donc du coup, vu que Elizabeth elle stresse un petit peu par rapport à tout ça, elle décide d'appeler la police et de leur dire ce qu'elle sait. Et donc Ted, une soirée où il roulait tranquillement dans sa voiture, enfin tranquillement, moi je pense clairement qu'il était à la recherche d'une nouvelle victime, et il se fait arrêter par la police. Et là la police, il retrouve une pelle, un sac, des cordes et des gants et une lampe torche dans sa voiture. Et donc du coup, il voit que la voiture c'est une coccinelle Volkswagen et que le mec il est brun avec les yeux bleus, qu'il est assez charmant et que en fait ce matériel c'est super bizarre de se balader avec ça la nuit dans une voiture quand on sait qu'il y a beaucoup de disparitions de jeunes femmes. Du coup, il décide de l'arrêter. Et en fait, Ted, il est obligé de comparaître devant une identification le lendemain, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une des filles qui s'est fait agresser mais pas tuer, qui est derrière une vitre, et en fait, il y a plusieurs hommes qui sont assis l'un à côté de l'autre, et en fait, la fille va essayer d'identifier son agresseur. Et donc du coup, Ted, pour paraître à cette identification, il a complètement changé son physique, il s'est changé la barbe, il s'est changé les cheveux, mais en fait la fille le reconnaît et clairement elle dit c'est lui qui m'a agressé. Et donc après cette identification, la police décide d'envoyer Ted chez un psychiatre pour leur demander ce qu'il en pense, s'il pense que ce mec peut être un tueur, et le psychiatre il dit que clairement oui, il a défini son profil avec des questions et tout, et il dit oui, ce mec est très dangereux et extrêmement violent. Donc après ça, Ted, il est envoyé en prison parce que clairement le fait qu'il y ait une fille qui l'a agressé, qu'il est reconnu, plus le psychiatre qui dit que oui clairement ce mec c'est un tueur ou il a tout d'un tueur en tout cas, et il est envoyé en prison. Sauf que lui il veut pas du tout rester en prison et clairement en fait du moment où il est en prison, il commence à s'entraîner pour pouvoir s'enfuir. Donc ce qu'il fait, c'est que vous savez en prison ils ont souvent des lits superposés et en fait il s'entraîne à sauter du lit le plus en haut pour entraîner ses jambes en fait à recevoir le choc parce que en fait clairement sauter d'une certaine hauteur sans entraînement, enfin vous pouvez vous fouler la cheville, ça fait super mal et courir par après en plus encore pire. Et il s'entraîne aussi à changer des vêtements super rapidement. Et le jour de son procès, il est tranquillement en train de bouquiner et là en fait il va se sauver, il va s'enfuir par la fenêtre. Et vu qu'il s'est entraîné, et quand il saute, il a pas mal. Mais bon, il est retrouvé 7 jours après, du coup il a eu que 7 jours de cavale. En 1977, il est de nouveau en prison et là il veut de nouveau s'enfuir et en fait Ted il va s'amaigrir exprès pour peser plus que 63 kilos et là il va réussir à passer à travers une trappe qui se situe au plafond de sa cellule. Et cette fois encore il est retrouvé 46 jours après et en fait avec tout ce qui se passe, la fuite, le procès et tout, Elizabeth décide de le quitter un peu plus. Et entre-temps, donc l'enquête au niveau des enquêteurs, elle a toujours continué par rapport à toutes les disparitions qu'il y avait eu dans l'état de Washington et à Salt Lake City. Et clairement, il a eu plein de preuves contre Ted. Et donc du coup, il est vraiment inculpé pour ses meurtres et ses disparitions. Et donc du coup, quand il est arrêté, il y a la presse qui arrive bien sûr. Enfin, vous savez comment c'est les procès. Et donc du coup, Ted, il va se mettre complètement en scène devant la presse. Il va commencer à rigoler, à se moquer des enquêteurs, de la police, à rigoler avec les gens, avec les journalistes. À vraiment, on aurait dit une pièce de théâtre le mec en fait.
fait. Il jouait vachement, il prenait des airs, on aurait dit qu'il parlait, enfin vraiment, quand on est inculpé de meurtre, enfin pour des choses aussi graves, on se fait tout petit, on est limite en stress, enfin j'espère en tout cas que les gens sont quand même en stress quand ils sont inculpés de meurtre, mais lui pas du tout, il était là, il rigolait, enfin vraiment on aurait dit que ça lui passait vraiment au-dessus quoi. Et du coup son procès va être filmé et en fait ça va vraiment être un procès digne d'un film d'Hollywood en fait. Clairement Ted déjà c'est son propre avocat, il a pas voulu d'avocat, c'est lui-même son avocat et en fait il se met en scène, enfin il va commencer à aller devant le jury, à dire oui monsieur le jury, vraiment, enfin il commence vraiment à se mettre en scène, même que le jury doit le reprendre plusieurs fois en lui disant calmez-vous monsieur, enfin c'est quelque chose de très sérieux en fait là, calmez-vous. Et donc c'est pour ça que Ted il est vraiment connu et que son procès a fait autant parler parce que vraiment le truc c'était un film quoi, c'était pas un procès comme ça se passe d'habitude. Donc déjà il y avait aucun remords, rien du tout, il niait bien sûr, il niait tout, mais vraiment il se mettait en scène, c'est vraiment ça qui est très important à retenir. Et entre temps vu que Elizabeth l'avait quitté, Ted il s'est mis en couple avec Carol Ann Boone, vous savez la femme qu'il avait rencontrée quand il travaillait dans l'état de Washington. Et du coup ils vont se fiancer, même que Ted va la demander en fiançailles lors d'un procès, donc encore une fois encore plus dans le théâtre, faire une demande pendant que t'es en train de subir un procès pour des meurtres, c'est quelque chose de fou quand même. Et aussi ils vont concevoir un enfant, une petite fille. Donc déjà là il faudrait m'expliquer parce que normalement quand tu es en prison tu n'es pas censé voir ta partenaire et avoir des rapports sexuels. Et clairement Carol elle est complètement dingue de Ted, elle est amoureuse de lui depuis tant d'années déjà, donc là elle est vraiment refaite d'être avec lui. Et donc du coup vraiment elle le défend en corps et âme, elle dit à tout le monde qu'il est innocent et elle le croit, c'est pas, elle ment pas, pour elle vraiment il est innocent, c'est l'homme de sa vie, enfin il va sortir, ils vont faire leur vie ensemble, mais pas du tout, il va être accusé pour tous ces meurtres et la sentence va tomber, c'est une sentence de peine de mort par chaise électrique qui se déroulera le 24 janvier 1989. Donc voilà, donc la peine de mort de Ted est complètement programmée et 7 heures avant sa mort, il va avoir une dernière interview où il va dire qu'il pense clairement que c'est en fait la pornographie qu'il lisait qui lui a fait complètement péter un câble et qui l'a forcé à tuer parce qu'en fait de voir tous ces trucs pornographiques ça l'a rendu fou et en fait le meurtre a commencé à vraiment devenir une obsession pour lui. Donc il faut savoir que Ted Bundy il a été accusé pour meurtre de 36 jeunes femmes. Et son mode opératoire en fait c'était vraiment ça, c'était de simuler un handicap. Donc par exemple il allait simuler qu'il avait très mal à la jambe et qu'il avait un plâtre ou qu'il avait un plâtre au bras et que forcément vu que c'était un handicap physique, et ben il y avait des choses qu'il pouvait pas faire comme ouvrir une portière, ouvrir une porte, plein de trucs comme ça. Et donc il demandait de l'aide à ces très jeunes filles qui bien sûr, enfin je pense que n'importe qui verrait quelqu'un qui galère avec un plâtre va l'aider. Enfin quand il demandait ah j'arrive pas à porter mes livres parce que j'ai un plâtre, enfin bien sûr que n'importe qui serait allé l'aider, c'est de la gentillesse en fait et donc il appuyait bien sur ça, c'est vraiment vicieux. Et donc du coup dès qu'elle l'aidait, et ben il les tuait. Et il faut savoir qu'il a été accusé d'enlèvement, de viol, d'actes nécrophiles et aussi de rituels post-mortem. C'est-à-dire que parfois, quand il avait tué des femmes, il s'amusait à leur laver les cheveux avec du shampoing ou aussi à les maquiller alors qu'elles étaient déjà mortes. Enfin voilà, donc il y avait toujours une violence extrême dans ces agressions. Il y avait très souvent viol et clairement il les tuait la plupart du temps. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors je pense que vous connaissez déjà ce tueur en série si vous aimez un petit peu tout ce qui est crime. Mais si vous le connaissez pas, bah c'est super cool parce que maintenant vous le connaissez. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos. Et dites-moi en commentaire donc si vous avez aimé, si vous connaissez l'histoire, ce que vous pensez aussi sur le fait que, parce que Ted, comme on a dit, qu'il était très beau, voilà, il avait des beaux yeux bleus, un bel homme brun. Et du coup, il y a eu plein de femmes qui l'ont demandé en mariage, qui disaient non, c'est pas possible qu'il tue parce qu'il est trop beau pour tuer, alors que ça n'a absolument aucun rapport. Donc moi je trouve que c'est un petit peu abusé parce que c'est toujours comme ça, dès que t'as un tueur qui est mignon, et ben il y a plein de filles qui vont complètement être dingues de cet homme et je trouve ça fou parce qu'il a quand même tué des gens et genre j'ai l'impression qu'on se rend pas compte de ça. Donc dites-moi si vous comprenez ou c'est un symptôme psychologique, je sais pas parce que moi franchement je comprends pas trop. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez bien que je traite. L'Instagram est juste dans la description de la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Au revoir!